les entretiens des patriotes. Bonjour à tous. Ingérence russe, l'épreuve implacable. Pic-pic, que dit le Vidal? Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres actualités, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Yann Penaud, Pierre-Louis Garnier, Caroline Darbini, Chantal Rossia, Luc Tobiana, Nadine et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Nous allons donc commencer le dossier russe. Oui, les Russes sont partout. C'est ce que disent en substance les journalistes, mais Florian Philippot n'était pas d'accord. Il était interrogé sur France Inter. Pendant qu'on nous rebat les oreilles avec la supposée terrible ingérence des très méchants Russes, la Russie serait derrière l'élection de Trump, le Brexit, les gilets jaunes, la révolte paysanne en Allemagne, etc. On ne parle jamais de la vraie méga-ingérence en France, l'ingérence américaine. Et Florian Philippot d'énumérer toutes les ingérences américaines, par exemple la destruction de notre gazoduc. Et je dis notre gazoduc parce que le Nord Stream avait été construit en collaboration avec les Allemands et les Russes. Nous avions investi plus d'1 milliard d'euros. Il faudrait également rappeler l'achat des turbines Arabelle qui sont stratégiques pour la France, dans un coup très tordu où Emmanuel Macron, manifestement, a joué un rôle central. Il faut également citer les élus membres de think tanks américains qui sont dans la majorité. On pense à Benjamin Haddad, voire dans l'opposition, comme Glu-Glu. Voilà, Haddad, l'agent payé par les réseaux d'influence américains. Et ce type-là veut donner des leçons de politique internationale. La Macronie, c'est l'ingérence et corruption à tous les étages. Face à l'évidence, que pouvait répondre la journaliste du service public ? Eh bien, elle sort son joker, en tout cas ce qu'elle croit être son joker, sa carte maîtresse, l'ingérence russe lors des élections présidentielles de 2017. Vraiment, regardons de plus près. Il y a eu une commission sénatoriale et donc les responsables de nos services ont été auditionnés et voyons ce qu'ils disent. Le fait essentiel en 2017 a été ce que l'on a appelé les Macron Leaks, une pénétration sur les réseaux du candidat Macron qui a donné lieu à la perception, à la déformation, au triturage, puis au lâcher d'informations à un moment où il aurait été très difficile pour le candidat de réagir. Viginum n'existait pas à l'époque et c'est l'ANSSI qui a géré ce dossier. Le prédécesseur de Vincent Strubel, Guillaume Poupard, qui suivait les aspects de cybersécurité de la campagne, ayant constaté que le candidat Macron avait fait l'objet d'attaques, a prévenu le Conseil constitutionnel. Celui-ci a décidé de faire interdire la diffusion de ces informations et de bloquer les réseaux sociaux sur ce sujet, de façon à garantir la sincérité du scrutin. Et vous ne rêvez pas, Stéphane Bouillon. Vous apprendrons qu'ils ont bloqué les réseaux sociaux pour protéger Emmanuel Macron 48 heures avant le scrutin sous prétexte des Macron Leaks. Lorsqu'on regarde dans le détail ces Macron Leaks, c'est entièrement creux. Très étonnant. Vous avez donc un candidat qui était soutenu à 95% par la presse et par les juges qui se sont tapés François Fillon. Et vous avez les services qui protège Emmanuel Macron 48 heures avant le scrutin. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron craignait, il n'a cessé de le répéter, des révélations qui mettraient en danger sa campagne. Et c'est vrai que ces révélations, elles sont nombreuses. On aurait pu, par exemple, expliquer sa vie dissolue en tant que trader, les millions disparus, sa feuille fiscale, sa déclaration fiscale très baroque, son goût pour les vieux messieurs qui lui prêtent 500 000 euros, par exemple. J'ai fait un numéro dessus. Et je n'ai même pas évoqué Brigitte et son goût pour les adolescents de 14 ans. Voilà, Emmanuel Macron a fait en sorte que son élection soit facile, que les planètes soient alignées. Alors certains pourraient me dire, non, il y avait bien des hackers russes. Eh bien, regardons l'accusation de ces fameux hackers russes qui serait à l'origine des Macroleaks, des révélations qui n'en étaient pas. Nom de code APT28 et SandWorm. Derrière ces deux mystérieux sigles se cacheraient les auteurs du piratage, selon le journal Le Monde, qui se base sur les travaux de différents chercheurs et d'une entreprise spécialisée. Il ne s'agit en rien de hackers amateurs, mais bien de deux équipes liées au service de renseignement militaire russe.
Mais comme le rappelle lui-même Stéphane Bouillon lors de l'audition devant Tanguy, eh bien, lorsqu'on est un hacker, on fait en sorte d'utiliser de fausses adresses pour travailler sous faux drapeau. Si vous avez l'impression de reconnaître des hackers russes, c'est que manifestement, ce ne sont pas des hackers russes. C'est d'autant plus étrange ces hackers russes qui arrivent à pénétrer le système d'Emmanuel Macron, mais qui n'en font rien. Selon les informations du Monde, plusieurs cibles auraient bien été piratées à ce moment-là, mais bizarrement, l'offensive électronique s'arrête. Oui, c'est véritablement étrange. Le temps pour Richard Ferrand de hurler au loup. Bon, vous avez compris à qui profite le crime. À Emmanuel Macron. Attaque informatique russe, le coup de com' d'Emmanuel Macron. Journal Télérama, Olivier Tesquet. Richard Ferrand est tout chiffon. Dans une tribune publiée sur Le Monde ce matin, le secrétaire général d'En Marche lance un vibrant appel. Ne laissons pas la Russie déstabiliser la présidentielle en France. Mais pourquoi voulez-vous que la Russie déstabilise Emmanuel Macron en 2017 ? Il avait un boulevard, il avait, comme je l'ai rappelé, 95% des journalistes derrière lui. Vraiment, on nous prend pour des imbéciles, et c'est ce que dit d'ailleurs Olivier Tesquet. Alors, à qui profite toute cette petite agitation ? À la Russie ? Ou au camp Macron qui peut ainsi se faire mousser en surfant sur les attaques informatiques dont il est victime. Déjà ce week-end, le JDD se faisait l'écho de ses préoccupations. Outre les éléments techniques énoncés plus haut, les équipes du candidat rappellent à tout bout de champ qu'il a été ciblé il y a quelques jours par une boule puante de Spoutnik, l'un des canaux médiatiques du Kremlin. Dans un article homophobe, le député LR de l'Aube, Nicolas Dhuicq, dégoisait sur Macron, soutenu par un très riche lobby gay. Aussi bas et pitoyable soit-il, ce coup sous la ceinture a offert une opportunité en or aux macronistes, sous la forme d'un syllogisme efficace. Si leur champion est ciblé par Moscou, c'est qu'il fait peur. S'il fait peur, c'est qu'il menace Marine Le Pen. Cela signifie donc qu'il est un favori tout désigné pour le second tour. Les tentatives de piratage venues de l'Oural ne seraient alors que la rançon de son succès. C'est simple comme un plan marketing. Et un plan marketing qui a été utilisé plus d'une fois, notamment aux États-Unis, contre qui ? Contre Donald Trump. Il faut se souvenir qu'il y a eu une enquête contre Donald Trump lancée par des accusations venues du camp démocrate et l'intervention du procureur spécial John Durham a montré que tout cela était fantaisiste. En novembre 2021, l'enquête en cours du procureur spécial John Durham démontre, selon l'Express, que les accusations de collusion entre Moscou et l'ex-président américain étaient totalement fantaisiste. Car pour déstabiliser une élection présidentielle, il faut une attaque de très grande ampleur. Or, comme nous l'apprenons lors de l'audition, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose. Peut-être ma perception n'est-elle pas la bonne, et je ne voudrais pas que ma question vous semble provocatrice. Mais 60 phénomènes identifiés et 5 attaques avérées, n'est-ce pas finalement assez peu pour une élection présidentielle ? Est-ce parce qu'il y a eu peu de tentatives ou bien parce que le système français nous protège correctement ? Je serai humble, je pense qu'il y a eu beaucoup de tentatives, qu'on en a vu un nombre considérable, mais que beaucoup aussi nous ont échappé, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été efficaces et n'ont pas prospéré. J'ai utilisé tout à l'heure l'image du feu de forêt. On voit la forêt qui commence à brûler, mais pas forcément tous les incendiaires avec leurs boîtes d'allumettes. Peut-être aussi la dissuasion a-t-elle fonctionné. Nous avions publiquement indiqué que Viginium et l'ANSSI seraient sur le pont. On a beau être politique, Stéphane Bouillon, vous êtes obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de nombreuses ingérences, qu'il n'y a pas eu cette fameuse tentative de déstabilisation, quelques hackers. Il faut également savoir qu'Emmanuel Macron était dans le viseur de l'extrême gauche et que dans ces milieux, il y a de très nombreux hackers. Alors, j'ai quand même pour vous la preuve de l'ingérence russe en France. La France gagne en effet la Coupe du Monde en 2018 à Moscou. Si ce n'est pas un coup des Russes, je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va changer de dossier, le fameux Vidal. Oui, paraît-il que dans le Vidal, il y aurait des informations sur la pic-pic du laboratoire Pfizer. Regardons dans le détail. Il faut 30 secondes sur Internet pour trouver les fiches des vaccins sur le Vidal. Des journalistes qui ne vérifient pas l'information, ce sont des propagandistes et de piètre qualité. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, un intervenant au téléphone explique au Gros Le Chibre et à Nullman
que dans le Vidal, il est écrit que le pchout ne protège pas des formes graves. Il se fait quasiment insulter, je vous mets d'ailleurs la vidéo dans ma description. Non, non, il n'a pas le droit de mentir comme cela devant les téléspectateurs français. Petit souci, c'est que dans le Vidal, eh bien, c'est la réalité. Par contre, les résultats présentés ne peuvent pas confirmer l'efficacité de ce pchout contre les formes graves de Covid-19, ni contre les formes asymptomatiques, ni chez les personnes de plus de 75 ans. L'article date du 8 décembre 2020. Vous imaginez l'émoi chez les covidistes, puisque c'est écrit dans le Vidal. Check News de Libération ne pouvait donc que dégainer. Et vous aviez donc un article pour expliquer que le Vidal n'était plus à la page. Le Vidal, célèbre ouvrage médical résumant les caractéristiques des médicaments, est décliné sous la forme d'un site internet qui présente à la fois des textes à destination du grand public et notamment des actualités rédigées par des journalistes scientifiques et des informations plus techniques à l'intention des soignants. L'information que rapporte Julien de Châtellerault était bien présente sur le site du Vidal à la date de son appel, sur des pages dédiées au grand public. Problème, ces données sont depuis plusieurs mois obsolètes. Ah, c'était le Vidal qui n'était pas à la page. Par contre, les deux journalistes de RMC, BFM qui ont vomi sur cet auditeur auraient dû connaître les pages du Vidal, même obsolètes. C'est quand même une erreur professionnelle. Selon les journalistes de l'Aberration, journalistes aux ordres, les données insuffisantes à la date de publication de l'article. L'allégation relayée par l'auditeur de RMC se retrouve ainsi dans un article d'actualité daté du 10 décembre 2020. Et depuis, le Vidal a réactualisé ses allégations sur le pchout. Eh bien, il suffit de regarder. Sur l'efficacité, il permet au système immunitaire de produire des anticorps et des cellules sanguines qui agissent contre le virus et apportent une protection contre la maladie. La durée de protection apportée par ce pchout n'est pas encore connue. Remarquez qu'on est dans le flou, et quand on est dans le flou, c'est qu'il y a un loup, parce que protection, ça ne signifie pas grand-chose. Est-ce que cela apporte une protection importante, moyenne, faible et les formes graves? Vous voyez que le Vidal ne se mouille pas beaucoup. Quant à la suite, la durée de protection apportée par ce pchout n'est pas encore connue. C'est une évidence, puisque c'est un produit en phase d'expérimentation. En 2021, toutes ces données étaient connues, et pourtant on a tordu le bras à des millions de Français pour qu'ils aillent se faire pchouter, en les menaçant, vous le savez, d'un pass sanitaire et d'un pass vaccinal. Normalement, un patient aurait dû consulter un médecin avant d'aller au pchout. Mais la suite est encore plus déroutante dans le Vidal. Fertilité, grossesse et allaitement. Les données sur les effets de cette pchout chez la femme enceinte ou qui allaite sont encore limitées. Seul votre médecin peut apprécier le risque éventuel de l'utilisation de ce pchout dans votre cas. Il me semble avoir entendu Olivier Véran dire exactement l'inverse, que tout était connu, qu'il n'y avait aucun danger. Est-ce qu'Olivier Véran n'aurait pas lu le Vidal? Je vous laisse répondre. Et puis la suite, cela vaut son pesant de cacahuètes. L'efficacité du pchout sur la transmission du virus n'est pas encore connue. Eh oui, c'est toujours un produit expérimental, mais nous avons quand même quelques données. La vaccination ne dispense pas des gestes barrières préconisés pour prévenir la maladie, port du masque, distanciation physique, lavage régulier des mains ou aération régulière des pièces. Alors, moi j'ai quelques données, je vous montre les chiffres de l'Australie, je vous ai souvent montré, lorsque la population a été entièrement vaccinée à plus de 94% de doses. En Australie, il n'y a jamais eu autant de cas, plus de 150 000 cas par jour. Et il faut savoir qu'il y avait tellement de cas que le gouvernement a fini par dire aux Australiens « Ne vous faites plus tester ». C'est pour cette raison qu'on voit les cas diminuer. Mais tous les gens qui étaient autour de moi vaccinés de doses ont attrapé bien évidemment le Covid. Quant à la mortalité, paraît-il, qu'il protège des formes graves, c'est certainement vrai, comme le montre ce schéma. Lorsque les Australiens ont été vaccinés de doses, eh bien, la mortalité n'a jamais été plus importante. Alors, quelles étaient les cibles du virus? Là encore, pas de mystère. La Covid-19, plus contagieuse et plus grave que la grippe saisonnière.
Nous sommes toujours dans le Vidal. Le pourcentage de personnes infectées présentant des formes sévères est plus important pour la Covid-19, 10 à 15%. Remarquez qu'il y a quand même 5% de décalage. Que pour la grippe saisonnière, moins de 5%. Il se trouve que certaines grippes saisonnières très sévères ont un indice de 10%. Ces formes sévères s'observent en particulier chez les personnes vulnérables, personnes âgées, personnes souffrant de certaines maladies chroniques, personnes immunodéprimées, personnes obèses. C'est ce que disait le professeur Raoult. J'ai pas l'impression de noter des différences entre le Vidal et le professeur Raoult. Et pourtant, le professeur Raoult a été accusé, vous le savez, d'être un charlatan. Le Vidal, est-ce que c'est un livre de charlatan? Je vous laisse répondre. Et puis, il y a le scandale des scandales, les contrats Pfizer. Ce sont les journaux américains qui rappellent aux Européens que ce scandale est XXL. Les principaux procureurs européens enquêtent sur des allégations d'actes criminels liés aux négociations sur les vaccins entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, selon un porte-parole du parquet de Liège. Les enquêteurs du parquet européen ont succédé ces derniers mois aux procureurs belges enquêtant sur von der Leyen pour ingérence dans les fonctions publiques, destruction de SMS, corruption et conflit d'intérêts, selon des documents juridiques consultés par Politico et un porte-parole du parquet de Liège. Bien que les procureurs du parquet européen enquêtent sur des infractions pénales présumées, personne n'a encore été inculpé dans le cadre de cette affaire. L'enquête avait été initialement ouverte par les autorités judiciaires belges de la ville de Liège, début 2023, après une plainte pénale déposée par le lobbyiste local Frédéric Baldan. Il a été ensuite rejoint par les gouvernements hongrois et polonais, bien que ce dernier soit en train de retirer sa plainte après la victoire électorale du gouvernement pro-Union européenne dirigé par Donald Tusk, a déclaré un porte-parole du gouvernement polonais à Politico. Est-ce que vous avez lu ce genre de choses dans la presse française? Non, rien. Une forme de censure généralisée. En Allemagne, par contre, cela bouge. Arte a livré un documentaire tout à fait remarquable. Elle balance terrible interview de la médiatrice européenne Émilie Oreilly dans un nouveau documentaire accablant d'Arte sur les SMS de Pustula avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. On a complètement ignoré nos demandes. On ne nous avait jamais refusé de documents. Ils n'ont même pas voulu admettre l'existence de ces documents. L'Union européenne, une institution qui se gargarise de l'état de droit, en particulier pour les autres. Ces personnes devraient agir correctement car c'est leur obligation morale et juridique. Quittons ce marécage poisseux, Frexit vite. Il faut rappeler qu'Émilie Oreilly avait appelé au secours la presse justement pour que les journalistes questionnent la Commission européenne à ce sujet pour qu'ils donnent les documents. Elle est enfin exaucée avec ce reportage d'Arte. Et puis on aimerait connaître le contenu de ces contrats Pfizer, parce qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas piqué des hannetons. La Cour de justice de Pretoria a imposé que les contrats passés le 30 mars 2020 entre l'Afrique du Sud et Pfizer soient rendus publics. Et voilà un extrait. L'acheteur reconnaît que le pchout et produits attachés sont dans une phase de développement rapide à cause des circonstances dues à l'urgence sanitaire de la pandémie Covid-19 et continueront à être étudiés après la fourniture du pchout à l'acheteur. L'acheteur reconnaît que les effets et l'efficacité à long terme du pchout ne sont pas actuellement connus, nous avons exactement la même phrase dans le Vidal, et qu'il pourrait y avoir des effets secondaires du pchout qui ne sont pas actuellement connus. Et oui, ce pchout était en phase expérimentale, ils nous ont fait croire le contraire. On parle d'effets secondaires qui ne sont pas connus. Le Parisien, pourquoi tant de jeunes malades? Pourquoi tant de jeunes atteints du cancer? Il serait bon que certains médecins, des commissions notamment sénatoriales, se penchent sur le phénomène. Allez, on va se rendre en Ukraine. Le débat sur les réseaux sociaux au sujet des élections en Ukraine. Depuis aujourd'hui, Zelensky est illégitime à la tête de l'Ukraine. Il devait y avoir des élections à la présidence du pays hier, annulé par le pouvoir. Même Joe Biden s'en était ému. Sous prétexte guerre, bien sûr, mais surtout parce que l'opposition à Zelensky
et à la guerre est grandissante chez les Ukrainiens. Voilà ce que nous armons et finançons. Quelle honte que cela cesse. Alors, des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. Zelensky est président légitime de l'Ukraine, la loi martiale ne permet la tenue d'élections, des millions d'Ukrainiens sont réfugiés à l'étranger ou déplacés internes, la sécurité des votants ne pourrait être assurée. 80% des Ukrainiens soutiennent le report des élections. Cette note est très intéressante, mais dans l'histoire, de nombreux dictateurs ont utilisé la loi martiale pour ne plus rendre le pouvoir. Quant aux élections en période de guerre, il y a de nombreux exemples qui ont montré que c'était possible. Et puis, depuis 2014, il y a des régions qui ne sont plus ukrainiennes, la Crimée, le Donbass. Et pourtant, il y a eu des élections en Ukraine et il y avait déjà des déplacements de population. J'ai l'impression que ce sont des prétextes. Et puis, il y a ce sondage, plus de 81% des Ukrainiens soutiennent cette décision de Zelensky. Mais il date de quand ce sondage? Parce que le dernier de LCU, si vous voulez, ne dit pas tout à fait la même chose. 48% des personnes interrogées ne sont pas prêtes à se battre, contre 34% qui sont prêtes à se battre. Et j'imagine que les 48% ne voteraient pas Zelensky. Et la phrase du haut, donc, est quelque peu comique. 48% des Ukrainiens ne veulent pas se battre. Le problème est qu'en face, il y a la Russie qui produit plus de munitions et mobilise plus facilement. Il est plus facile de mobiliser dans une dictature que dans une démocratie. Je rappelle à LCU qu'il y a eu des élections en Russie et que donc on ne peut pas considérer la Russie comme une dictature. Et que nous constatons qu'il n'y a pas d'élection en Ukraine. J'ai l'impression qu'on appelle cela une inversion accusatoire. Toujours les mêmes chez les journalistes de LCU. Allez, on va se quitter par les quelques fantaisies du 1er avril. Ma fiche préférée, ma vignette préférée. Comme chaque année, c'est Laurent Wauquiez qui remporte la chasse aux œufs. Assez certain avec Ciotti, la tête d'œuf. Et puis, les laconiques du 1er avril. Toi aussi, envoie ta formule laconique du 1er avril. On a la chance en France d'avoir des médias indépendants. Le laconique, nous sommes en démocratie, suffit pour un 1er avril. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.